Lecture d'un texte extrait du livre Changer le monde, ça tient qu'à nous de Et tout le monde s'en fout. Thématique du texte, la bienveillance comme sport de combat. À quel moment on a accepté de croire que la concurrence c'est mieux que la coopération? Que la bienveillance c'est pas compétitif? Cette vision, on l'appelle le darwinisme social. Qu'est-ce que le darwinisme social? Toute protection artificielle des faibles est un handicap pour le groupe social auquel ils appartiennent, dans la mesure où cette protection a pour effet de le mettre en position d'infériorité face aux groupes sociaux rivaux. Herbert Spencer, fin du XIXe siècle. Pourtant, même Darwin, l'inventeur de la théorie de l'évolution, disait bien que deux forces l'animent, la compétition et la coopération. En tout cas, la mode de la compète ne faiblit pas depuis les années 1980. Ça menace même l'avenir de la planète, et le nôtre avec. Et ne me dites pas bienveillant égale naïf. Avec 9 milliards de terriens d'ici 2040, l'épuisement des sols, des ressources et de la biodiversité, la bienveillance ce n'est plus une option. C'est notre seule chance de survie. La bienveillance, cela signifie veiller au bien. Les espèces animales au sein desquelles la pratique de l'aide mutuelle a atteint son plus grand développement sont invariablement plus nombreuses, plus prospères et plus ouvertes au progrès. Ça, c'est de Pierre Kropotkin. D'ailleurs, les hommes préhistoriques l'ont vite capté. Chasser le mammouth, c'est mieux en groupe. Dans la nature aussi, les animaux coopèrent. Les chimpanzés pour chasser ensemble ou se défendre, les éléphants et les girafes qui se regroupent sur les points de nourriture. Le grand voit loin, le gros a de grandes oreilles. La bienveillance entraîne la coopération, qui elle-même entraîne l'évolution. Et même dans la jungle de l'entreprise, on voit l'intérêt d'être bienveillant. Chez Google, par exemple, une des sociétés les plus compétitives au monde, on a payé des statisticiens, des psychologues, des sociologues et des ingénieurs pour créer un environnement de travail bienveillant et gagner plus d'argent. C'est le happy washing. Ça me tient à cœur de lire cet extrait sur la bienveillance avec vous, parce que pour moi, la bienveillance est une notion très importante que j'essaye d'appliquer toujours au mieux, jour après jour. Le prochain extrait que je vais te lire est une scène tirée de la pièce de théâtre Incendie, écrite par Wajdi Mawad. C'est une scène que j'ai eu la chance de jouer et qui m'a beaucoup marquée. Je préfère te prévenir, le début de cette scène décrit un massacre. Si tu n'as pas envie d'entendre ce genre d'histoire ou si cela est difficile pour toi, je t'invite à passer à l'histoire suivante. Je prendrai le temps avant chaque parole de te dire qui parle, histoire que tu ne te perdes pas dans l'histoire. Saouda. Ils sont entrés dans le camp. Couteaux, grenades, machettes, haches, fusils, acides. Leurs mains ne tremblaient pas. Dans le sommeil, ils ont planté leurs armes dans le sommeil. Et ils ont tué le sommeil des enfants, des femmes, des hommes qui dormaient dans la grande nuit du monde. Ils sont entrés dans les camps comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres. Les miliciens ont commencé par lancer les enfants contre le mur, puis ils ont tué tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées, tout brûlait autour Nawal, tout brûlait, tout cramait. Des vagues de sang coulaient des ruelles. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. J'étais à leurs pieds, caché dans le caniveau. Je voyais le tremblement de leurs jambes. 3 frères. Les miliciens ont tiré leur mère par les cheveux, et l'un d'eux a hurlé. « Choisis, choisis lequel tu veux sauver. Choisis ou je les tue tous, tous les 3. Je compte jusqu'à 3. À 3, je les tire tous les 3. Choisis, choisis. » Et elle, incapable de parole, incapable de rien, regardait chacun de ses 3 fils, avec ses seins trop lourds et son corps vieilli pour les avoir portés, ses 3 fils. Et tout son corps hurlait. Alors à quoi bon les avoir portés si c'est pour les voir ensanglantés contre un mur? Choisis, choisis. Alors elle a regardé le milicien comme un dernier espoir. Comment peux-tu? Regarde-moi, je pourrais être ta mère. Alors il l'a frappé.
N'insulte pas ma mère, choisis. » Alors elle a dit un nom, elle a dit Nidal, Nidal, et elle est tombée. Et le milicien a abattu les deux plus jeunes. Il a laissé l'aîné en vie, tremblant. Il l'a laissé et il est parti. Les deux corps sont tombés. La mère s'est relevée et elle s'est mise à hurler que c'était elle qui avait tué ses fils. Laisse-moi. Nawal. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Saouda. Je vais aller dans chaque maison, œil pour œil, dent pour dent. Nawal. Alors toi aussi tu veux aller dans les maisons et tuer enfants, femmes, hommes. Toi tu sais chanter, Saouda. Tu sais chanter. Saouda. Ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué mes voisins. Nawal. Tu es la victime. Et tu vas aller tuer tous ceux qui seront sur ton chemin. Alors tu seras le bourreau, puis après, à ton tour, tu seras la victime. Tu veux aller te venger, brûler des maisons, faire ressentir ce que tu ressens pour qu'ils comprennent, qu'ils changent. Mais tu veux convaincre qui? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes que l'on ne peut plus convaincre, que l'on ne peut plus persuader de quoi que ce soit? Comment tu veux expliquer au type qui hurlait aux oreilles de cette femme « Choisis !» pour l'obliger à condamner elle-même ses enfants qu'il s'est trompé? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va te dire « Ah, mademoiselle Saouda, votre raisonnement est intéressant. Je cours tout de suite changer d'avis, changer de cœur, changer de sang, changer de monde. » Tu crois qu'en allant faire saigner de tes mains sa femme et son fils, tu vas lui apprendre quelque chose? Tu crois qu'il va dire, du jour au lendemain, avec les corps de ceux qu'il aime à ses pieds, « Tiens, ça me fait réfléchir. Et c'est vrai que les réfugiés ont droit à une terre, je leur donne la mienne, et nous vivrons en paix et en harmonie ensemble. » Saouda, quand on a arraché mon fils de mon ventre, puis de mes bras, de ma vie, j'ai compris qu'il fallait choisir. Ou je défigure le monde, ou je fais tout pour le retrouver. Chaque jour, je pense à lui. Il a 25 ans, l'âge de tuer et l'âge de mourir, l'âge d'aimer et l'âge de souffrir. Je pense à sa mort évidente et à ma quête imbécile. Je serai à jamais incomplète. Je te jure que moi, la première, je prendrai la dynamite, les bombes et tout ce qui peut faire le plus mal. Je les enroulerai autour de moi, les avalerai, et j'irai tout droit au milieu des hommes imbéciles et je me ferai exploser avec une joie que tu ne peux même pas soupçonner. Je le ferai, je te jure, parce que je n'ai plus rien à perdre. Mais j'ai fait une promesse à une vieille femme, d'apprendre à lire, écrire, parler, pour sortir de la misère, sortir de la haine. Et je vais m'y tenir à cette promesse. Saouda. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nawal. Tu vas m'écouter jusqu'au bout et tu ne discuteras pas. Promets. Saouda. Je ne sais pas. Nawal. Tu es venu me trouver, tu m'as dit « Apprends-moi à lire et à écrire ». J'ai tenu ma promesse. Maintenant, c'est à ton tour. Promets. Saouda. Je te promets. Nawal. On va frapper, mais à un seul endroit, et on fera mal. On ne touchera aucun enfant, aucune femme, aucun homme sauf un seul. On le touchera, on le tuera. Saouda. À qui tu penses? Nawal. Tchad. Saouda. C'est le chef de toutes les milices. On ne le trouvera pas. Nawal. La fille qui enseigne à ses enfants a été mon élève. Elle va m'aider. Je vais la remplacer pour une semaine. Saouda. Pourquoi tu dis je?
Nawal. Parce que je vais y aller seule. Je vais enseigner à ces filles. La dernière journée, avant de le quitter, je lui tirerai 2 balles. Une pour toi, une pour moi. Une pour les réfugiés, l'autre pour les gens de mon pays. Une pour sa bêtise, une pour l'armée qui nous envahit. 2 balles jumelles. Pas une, pas 3, 2. Ceux qui ont déjà aimé avec passion doivent mourir avant ceux qui n'ont pas encore aimé. Moi, l'amour que j'avais à vivre, je l'ai vécu. L'enfant que je devais avoir, je l'ai eu. Alors il ne me reste que ma mort, et je la choisis. Toi, tu iras te cacher. Ne me trahis pas, Saouda. Vis pour moi et continue à chanter pour moi. Et moi, quand j'aurai besoin de courage, je chanterai. Je chanterai, Saouda, comme tu m'as appris à le faire. Et ta voix sera ma voix. Comme ça, on restera ensemble. Et si on parlait un peu de valeurs? Si on les choisissait nous-mêmes, nos valeurs? Voici un autre extrait du livre Changer le monde, ça tient qu'à nous, par Et tout le monde s'en fout. Quand on est môme, on nous impose des valeurs que forcément on ne choisit pas. Et puis quand on grandit, on nous bourre le crâne avec celles qui devraient nous sembler importantes. Du coup, on nous infantilise. Quand tu ne choisis pas toi-même tes valeurs à la longue, ça fait moisir ton estime de toi. Ton cerveau se met alors à déformer ta vision de la réalité pour te convaincre que t'es quand même pas débile au point de faire des trucs incohérents avec tes valeurs. Quand on vit trop longtemps déconnecté de ses propres valeurs, notre cerveau finit par partir en sucette. On supporte tellement plus l'écart entre ce qu'on voudrait vivre et ce qui se passe que pour survivre, on se radicalise. Du coup, on ne veut plus lâcher nos valeurs et on se met à les imposer à tout le monde, sous prétexte de rendre notre environnement plus cohérent, mais plus cohérent avec notre frustration. Pour ton cerveau, les valeurs, c'est comme la colonne vertébrale de ton identité. Et comme l'identité, ça évolue tout au long d'une vie, les valeurs aussi. Des valeurs, il y en a des centaines, et c'est ce qui fait que tu es toi, et pas un autre. C'est la hiérarchie que tu accordes à ces valeurs. Attention, ne pas confondre valeurs et croyances, même si ça fonctionne bien ensemble. Une valeur, c'est le pourquoi tu fais les choses, et une croyance, c'est le comment tu fais les choses. Un certain Shalom Schwartz a même fait le tour du monde pour déterminer quelles étaient les valeurs communes à toute l'humanité. Et voici les principales qui en sont ressorties. L'autodétermination, la stimulation, l'hédonisme, la réalisation, le pouvoir, l'image publique, la sécurité, la tradition, la conformité, l'humilité, la bienveillance, l'universalisme et la tolérance. Le prochain texte que je vais te lire traîne depuis un bon bout de temps au fond de mes notes de téléphone. Il a été écrit par une chroniqueuse du Chicago Tribune en 1997 qui s'appelle Marie Schmidt. Il a été adapté et traduit en français par Marion Séclin, qui en fait d'ailleurs elle-même une lecture dans une vidéo de Mademoiselle. Mets de la crème solaire. Si j'avais un seul vrai bon conseil à t'offrir pour le futur, ça serait de mettre de la crème solaire. Les avantages de la crème solaire sur le long terme ont été prouvés par les scientifiques, alors que le reste de mes conseils sont uniquement basés sur ma propre expérience décousue. Voici mes conseils. Profite de la puissance et la beauté de ta jeunesse. Oh non, oublie. Tu ne comprendras la puissance et la beauté de ta jeunesse que lorsqu'elles auront disparu. Mais fais-moi confiance. Dans 20 ans, tu regarderas des photos de toi jeune et tu te souviendras de toutes ces possibilités qui s'offraient à toi et d'à quel point tu étais fabuleuse. Tu n'es pas aussi grosse que tu le crois. N'aie pas peur de ton avenir. Ou bien, si, tu peux avoir peur. Mais sache qu'avoir peur, c'est aussi efficace que de résoudre une équation en mâchant de chewing-gum. Tu n'imagines même pas encore les vrais problèmes que tu rencontreras dans ta vie. Et je ne te parle pas de ceux qui te touchent un mardi après-midi. Chaque jour, fais quelque chose qui te fait peur. Chante. Ne sois pas imprudente avec le cœur de quelqu'un d'autre, mais ne t'accroche pas à quelqu'un qui est imprudent avec ton cœur. Utilise du fil dentaire. Ne perds pas ton temps avec la jalousie. Parfois tu seras devant, parfois tu seras derrière. La course est longue, mais à la fin,
c'est entre toi et toi-même. Souviens-toi des compliments qu'on te fait et oublie les insultes. Si tu réussis à faire ça, dis-moi comment tu fais. Garde toutes tes lettres d'amour et jette tous tes relevés bancaires. Fais des étirements. Ne culpabilise pas si tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Les personnes les plus intéressantes que je connaisse ne savaient pas à 22 ans ce qu'elles voulaient faire de leur vie, et les quarantenaires les plus intéressants que je connais ne savent toujours pas. Fais le plein de calcium. Ne force pas sur tes genoux. Tu le regretteras quand tu ne pourras plus t'en servir. Peut-être que tu te marieras, peut-être pas. Peut-être que tu auras des enfants, peut-être pas. Peut-être que tu vas divorcer à 40 ans et peut-être que tu danseras la danse des canards à ton anniversaire de 75 ans de mariage. Mais peu importe ce que tu fais. Ne te félicite pas trop et ne sois pas non plus trop dur avec toi-même. Parce que tous tes choix ont une chance sur deux de réussir. Exactement comme tout le monde. Profite pleinement de ton corps. Utilise-le de toutes les manières possibles. N'en aie pas peur et n'aie pas peur de ce que les gens pensent dessus. C'est le meilleur instrument que tu ne posséderas jamais. Danse, même si c'est dans ton propre salon. Lis toujours les manuels d'inscription, même si tu ne les suis pas. Ne lis pas les magazines féminins. Ils te donneront l'impression que tu es moche. Apprends à connaître tes parents, parce que tu ne sais pas quand ils disparaîtront pour de bon. Sois gentille avec tes frères et sœurs. Ils sont le meilleur lien vers ton passé et ton plus fervent soutien dans le futur. Sache que les amis vont et viennent, mais pour une petite poignée d'entre eux, il faudra t'accrocher pour les garder. Fais des efforts pour conserver les liens, malgré la distance et les différents styles de vie, parce que plus tu vieilliras, plus tu auras besoin des personnes que tu connaissais quand tu étais jeune. Vis à Paris, mais déménage avant de devenir trop dur. Vis dans le sud, mais déménage avant de devenir trop molle. Voyage. Accepte certaines vérités inaliénables. Les prix vont augmenter, les policiers seront impliqués dans de sales histoires. Toi aussi tu deviendras vieille. Et quand tu seras vieille, tu imagineras que, à ton époque, les prix étaient raisonnables, les policiers étaient nobles et les jeunes respectaient les aînés. Respecte tes aînés. N'attends pas d'être supporté financièrement par quiconque. Peut-être que tu auras une rente, peut-être que tu auras un partenaire riche, mais tu ne sais pas quand l'un ou l'autre disparaîtra. Ne déconne pas trop avec tes cheveux. Sinon, à tes 40 ans, tu auras l'air d'en avoir 85. Fais attention aux conseils qu'on te donne, mais sois patiente avec ceux qui te les donnent. Le conseil, c'est une forme de nostalgie. Donner un conseil, c'est comme aller repêcher un souvenir dans la poubelle, l'épousseter, réparer les morceaux abîmés et le recycler en lui donnant plus de valeur qu'il n'en a vraiment. Mais fais-moi confiance pour la crème solaire.